Il ne faut pas attendre le bon moment pour se lancer parce qu'il n'y en aura jamais. Quand je gagne de l'argent sur un placement, j'ai envie de savoir pourquoi. Quand je perds de l'argent, j'ai envie de savoir pourquoi. Si vous investissez dans des produits structurels mais vous ne comprenez pas comment vous gagnez ou perdez de l'argent, c'est dangereux. Si vous investissez dans une action en bourse ou dans le CAC 40 et que vous ne comprenez pas comment vous allez percevoir des dividendes ou pas, c'est dangereux. Pareil pour votre contrat d'assurance vie. Faire des bons coups dans l'immobilier il y a 2, 3, 4 ans, c'était tout simplement impossible. Il y avait un peu d'offres mais énormément de demandes. Maintenant, il y a moins de demandes et donc c'est là où vous ferez les meilleurs coups. Et quand ça repartira, ça sera trop tard. Bon Quentin, merci beaucoup de nous recevoir dans les bureaux de Homunity pour qu'on puisse parler d'abord de ton parcours, mais aussi de ce que vous faites chez Homunity et parler un petit peu plus du secteur de l'immobilier. On sait qu'aujourd'hui, les gens, je pense, se posent beaucoup de questions et il y a beaucoup d'incertitudes. C'est très intéressant d'avoir ton point de vue là-dessus pour orienter un petit peu les gens et savoir qu'est-ce qu'ils doivent faire à ce moment-là. Ce que je te propose, c'est que d'abord tu te présentes et que tu présentes Homunity en quelques chiffres et ensuite je te poserai quelques questions. Je m'appelle Quentin Romé, j'ai créé Homunity en 2014, donc il y a bientôt 10 ans. Le marché était bien différent de celui qu'on connaît aujourd'hui, mais la thèse était toujours la même, c'était de permettre à des particuliers d'investir dans le monde immobilier dès 1000 euros. Donc on est spécialisé dans cet univers et on a déployé les produits, on aura l'opportunité d'en parler tout à l'heure, mais on a été focus dans un premier temps de notre vie crowdfunding immobilier. Et notre idée de base avec mon associé Arnaud Devergy, quand on est sorti d'école et qu'on a été jeune diplômé, c'était de rendre accessible l'investissement immobilier au plus grand nombre de particuliers, raison pour laquelle on a lancé notre plateforme. Super. Je te propose qu'on commence par un petit vrai-faux, c'est une entrée en matière qu'on aime bien faire. On va juste te donner des affirmations et tu dois répondre par vrai ou faux. L'objectif c'est de moins botter en touche possible et de répondre un petit peu sans réfléchir. Allez, avec plaisir. Alors, l'immobilier neuf français connaît une crise sans précédent. Vrai. Le taux de défaut des projets de crowdfunding va grandir de façon significative dans les mois à venir. Vrai. C'est un bon moment pour investir dans le crowdfunding immobilier. Vrai. Les opérations de marchand de biens sont plus intéressantes que la promotion immobilière. Faux. Homunity est la meilleure plateforme pour investir en crowdfunding. Question subjective, vrai à date. Le crowdfunding immobilier est un investissement exotique. Faux. Se diversifier en investissant sur plusieurs plateformes de crowdfunding est essentiel. Faux. Le crowdfunding est moins risqué qu'un investissement en SCPI. Le crowdfunding est moins risqué, faux. La tokenisation est le futur du crowdfunding et de l'immobilier en général. Faux. Ok, super. Bravo, c'est un sans faute. De toute façon, on reviendra un petit peu après sur toutes les questions pour que tu aies le temps de les développer. Mais du coup, on va commencer d'abord sur Homunity, sur le crowdfunding. Est-ce que tu pourrais rapidement nous décrire ce que c'est que le crowdfunding immobilier ? Bien sûr, le concept est particulièrement simple côté investisseur, mais aussi côté promoteur immobilier ou porteur de projet qui se fait financer. Ce qu'on propose à un particulier, c'est un placement avec un sous-jacent immobilier. C'est un placement court terme qui varie entre 12 et 24 mois généralement, avec des rendements oscillant entre 8 et 11% annuels. Ça, c'est côté particulier, donc c'est de placer son épargne. Qu'est-ce qui permet d'octroyer ce rendement ? C'est tout simplement, on finance une opération donnée. On ne va pas remplacer la banque, on fait la partie apport. Et ce qui permet de récompenser l'investisseur du capital investi, ce sont des intérêts. Et ces intérêts proviennent de la marge d'une opération donnée. Donc le promoteur immobilier ou le porteur de projet va développer son opération. Ça va lui coûter, n'importe quoi, 10 millions à la construction. Il va la revendre 12 millions d'euros. Dans les 2 millions d'euros de marge, il y a une partie qui revient à nos investisseurs. Super. Et tu me disais du coup que ça faisait à peu près 10 ans que Homunity s'était créé. Aujourd'hui, vous êtes à quoi en termes de chiffres, en nombre de projets financés, montant levé ? En termes de chiffres, c'est assez exponentiel. On dépasse actuellement les 700 millions d'euros levés sur la plateforme. On a accompagné quasiment plus de 200 promoteurs immobiliers différents. Donc on a un panorama et un panoplie extrêmement diversifié d'acteurs qu'on va avoir accompagnés. Ce qui est intéressant, c'est peut-être les résultats jusqu'ici. Le rendement moyen délivré aux investisseurs est de 9%. Le taux de défaut est de 0. On parlait tout à l'heure, est-ce que le taux de défaut doit augmenter ? Mais nous, nos performances passées sont excellentes. Ça ne présage pas du futur, mais l'historique est très bon. Et en termes de capital, on a remboursé plus de 200 millions d'euros de capital aux investisseurs, plus de 40 millions d'euros d'intérêts.
Donc on n'est plus à notre coup d'essai, on n'est plus en train de découvrir le métier, c'est une vraie expertise qu'on a développée depuis maintenant quelques années. Super intéressant, c'est vrai que vous étiez quasiment parmi les premiers à vous lancer dans ce secteur-là. Il y avait 2 ou 3 plateformes en même temps que nous, mais on était dans les premiers et c'est assez simple. Ce marché a été régulé en octobre 2014, le statut de conseiller en investissement participatif, qui vient de disparaître il y a 2 mois pour laisser place à un nouveau statut. Et Homunity, on s'est lancé en septembre 2014. Ok. Donc mécaniquement, de toute façon, il y a très peu de plateformes qui existaient. Les quelques qui existaient n'étaient pas encore régulées, étaient naissantes. Et nous, on était du coup dans les toutes premières à se lancer. Et après, il y en a de plus en plus qui sont apparues en 2015, 2016, 2017, jusqu'à aujourd'hui, certaines qui continuent de se créer. Comment t'expliques ce top départ en 2014 qui d'un coup, on a vu plein de plateformes de crowdfunding, comment ça s'explique, pourquoi ça n'avait pas été fait avant? L'un des acteurs historiques sur ce marché-là, je pense à WeSeed, était plus orienté non pas immobilier mais plus start-up. Et c'était une autre approche du monde de l'investissement. WeSeed notamment a un peu bifurqué entre-temps par exemple. Nous, notre volonté, on regardait ce que faisait un acteur comme celui-ci. On s'est directement dit, bah voilà, le monde des startups, il est couvert par une plateforme qui s'appelle WeSeed. L'immobilier, il n'y a personne et c'était notre volonté d'entrer sur ce marché-là. Il y avait des SCPI qui existaient, mais ce n'est pas la même méthodologie pour distribuer ces produits-là. Donc on s'est dit, on va appliquer une plateforme web à un sous-jacent qui est connu, l'immobilier, et on va voir si ça prend. Et le résultat était assez foudroyant dès le début, ça a bien marché. Ok. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de plateformes de crowdfunding qui existent. Nous, chez ImoCompare, on en référence plusieurs. Comment vous arrivez à vous différencier par rapport aux autres plateformes et ça se joue sur quel secteur en particulier? La différenciation, je pense, se ressent déjà dans les chiffres et dans la qualité du track record. Donc c'est un peu le sérieux avec lequel on fait son métier, le temps qu'on passe à analyser des opérations. Je citais un exemple de WeSeed et pas du tout pour leur taper dessus, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est notre expertise. On fait que de l'immobilier, on considère être expert en immobilier et toutes les personnes qui travaillent chez Homunity ont un goût très fort pour l'immobilier et sont des vrais sachants. On n'est pas capable de conseiller dans l'univers des startups ou dans l'univers de la coopérative ou dans l'univers de la forêt. C'est que de l'immobilier, donc ça c'est une de nos marques de fabrique. Historiquement, on a été beaucoup investisseurs dans nos opérations. On le faisait jusqu'à il y a un mois, mais le régulateur avec ce nouvel agrément nous en empêche. Mais si on avait pu le faire, on aurait continué à le faire. Et je pense dans le portefeuille d'opérateurs qu'on accompagne historiquement, tu me posais la question, c'est mieux marchand de biens ou promoteur immobilier. J'ai envie de dire, l'un comme l'autre ont des avantages et des inconvénients, mais on est probablement l'opérateur en France qui accompagne les plus beaux promoteurs immobiliers et qui en référence le plus. Okay. Parce qu'on a commencé à travailler avec eux il y a maintenant 10 ans et on a réussi à nouer des liens qui se tissent pas en 2 jours. Et comment, justement, on parle de différenciation, comment vous faites pour sélectionner les projets? Est-ce que vous faites par promoteur? Est-ce que vous faites vraiment projet par projet? Comment ça se passe pour minimiser un maximum le risque de défaut et arriver à un chiffre comme 0%? Alors, tout commence par la qualité de l'opérateur. Avant de s'intéresser à un projet, c'est intéressant de regarder quel est le track record de l'opérateur, depuis quand il existe, quelle est sa zone géographique. Est-ce que quand on va étudier une nouvelle opération, c'est sur un bassin qu'il connaît bien ou est-ce que c'est une nouvelle zone pour lui? Donc avant toute chose, c'est de s'intéresser au porteur de projet. Et une fois qu'on est serein et qu'on voit que le porteur de projet a les reins solides, ça va être intéressant de s'intéresser au projet en tant que tel. Et après, et je pense que ces auditeurs sont des investisseurs principalement plutôt que des promoteurs immobiliers, c'est extrêmement rationnel d'investir dans l'immobilier, il ne faut pas mettre d'émotionnel, c'est entre guillemets, c'est cocher des cases et remplir des tableurs Excel et calculer sa part de risque. Nous, on est extrêmement factuel. Est-ce que le niveau de pré-commercialisation est bon? Est-ce que le risque juridique est derrière nous? Est-ce qu'il y a une banque qui est sur le dossier ou pas? Parce que c'est quand même un indicateur de sérieux quand il y a une banque qui accompagne ce type d'opération et d'opérateur. Et quand on met tout bout à bout, quand on étudie un projet chez Homunity, on a à peu près 80 critères de sélection. Donc là, je viens d'énoncer les plus simples. Mais une fois qu'on a analysé ces 80 critères et qu'on valide une opération, c'est qu'on est assez serein sur le fait qu'elle a un maximum de chances de sortir par le haut, même si le rendement n'est pas garanti. D'accord. Et je pense qu'on parlait des auditeurs, des investisseurs potentiellement qui hésitent peut-être à investir dans le crowdfunding immobilier ou avec Homunity. Dans le crowdfunding, imaginons, Homunity, on ne vous souhaite pas forcément, mais malheureusement fait faillite, etc. Comment ça se passe pour l'investisseur pour les projets en cours?
Alors, c'est pour ça que dans l'une de tes questions que je n'avais pas lues à l'avance, mais qui était assez intéressante sur le oui ou non, tu demandes à un moment est-ce qu'il faut investir ou pas sur plusieurs plateformes de crowdfunding immobilier. La raison pour laquelle je réponds non, c'est que le risque pour un investisseur n'est pas du tout lié à la santé financière de la plateforme. À chaque fois, ce n'est pas, par exemple, pour prendre le cas d'Homunity, c'est pas Homunity qui reçoit les fonds, les fonds ne transitent pas par nos comptes en banque. Il y a des mécanismes qui sont mis en place pour, si demain une plateforme de crowdfunding immobilier faisait faillite, qu'il y ait le prestataire de paiement qui prenne le relais pour rembourser les investisseurs. Et en fait, donc très concrètement, que vous investissiez chez Homunity ou une autre plateforme, si elle est là, ça sera bien évidemment plus simple pour lire vos rapports, mais les flux financiers ou votre probabilité de rembourser ne changent pas du tout. Et après, ça dépend de la qualité, pareil, des sociétés. On a la chance d'avoir un actionnaire qui a les reins extrêmement solides, qui s'appelle Tikehau Capital et qui gère un peu plus de 40 milliards d'euros et qui est coté en bourse, donc on ne se fait pas trop de soucis pour nous. Et il y a des sociétés comme la nôtre dans les plateformes qui sont rentables depuis maintenant 7 ou 8 ans. Donc je pense qu'on a prouvé que le modèle était intéressant. Nous, quand on a analysé les plateformes de crowdfunding, on a vraiment essayé d'aller voir les projets qui sont en cours pour savoir comment ils se passent, parce que voilà, tout ce qu'on a sur la plupart des plateformes de crowdfunding, c'est une sorte de grand tableau avec beaucoup de chiffres à l'intérieur, énormément de données. C'est pas forcément facile de comprendre ce qui se passe et on n'a pas vraiment de résumé ou de suivi de projet accessible publiquement. Je sais que les investisseurs qui ont investi dans les projets ont potentiellement des récapitulatifs. Est-ce que tu penses qu'il y aurait une façon de rendre ces choses-là plus transparentes pour vraiment avoir un suivi plus simple pour les investisseurs potentiels? Alors, pour les investisseurs, et je te rejoins, au prime abord, le tableau et les indicateurs de performance, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple à lire en 30 secondes, mais c'est pas si compliqué que ça si vous passez 5 ou 10 minutes dessus, et c'est ce que j'invite les investisseurs à faire, c'est ces indicateurs de performance, c'est ça qui a le plus de valeur. Si quelqu'un voulait commencer à lire les 300 projets qu'on a fait avec 150 opérateurs différents, et nous, nos dossiers d'investissement, ils font en moyenne 30 à 40 pages. Donc par le nombre de dossiers, par le nombre d'opérateurs, c'est juste infaisable pour quelqu'un qui veut passer 10 ou 15 minutes à s'assurer de la qualité d'une plateforme. Donc la partie statistique ou indicateur de performance, tout d'abord, elle est extrêmement transparente parce qu'on est régulé par l'autorité des marchés financiers, donc les chiffres sont contrôlés et surveillés. Et deuxièmement, on agrège la donnée pour justement faciliter la lecture. Donc en 30 secondes, c'est pas simple de se faire un avis, mais vraiment en une dizaine de minutes, on peut commencer à voir quel est le niveau d'encours, quel est le niveau de remboursement, quel est le taux de défaut. Et ça, j'invite les investisseurs qui nous écoutent à passer un peu de temps là-dessus. Est-ce que toutes les méthodes de calcul, notamment pour calculer le taux de défaut, sont identiques entre les plateformes où il n'y a pas des différences? Normalement, elles le sont. Je ne suis pas allé vérifier sur toutes les plateformes, mais la plupart d'entre nous adhérons à une association qui s'appelle Financement Participatif France. Et c'est avec cette association qu'on s'est mis d'accord sur un cahier des charges de ces indicateurs de performance. Donc j'aurais tendance à dire où à minima les 5 ou 10 plus grosses plateformes, on est assez aligné sur les chiffres et on les présente de la même manière et en plus dans le même ordre. Ok, d'accord, très clair. Là, c'est une partie où on présente un commentaire négatif, on donne un droit de réponse, on sélectionne au hasard, on a pris le plus récent, on va dire, sur Homunity. On précise quand même que c'est pas du tout la majorité sur les avis et qu'on va vraiment chercher l'avis le plus négatif possible pour te donner un droit de réponse là-dessus. Donc je te le lis et après tu me dis ce que tu en penses. Donc c'est Patrick Gentier qui nous dit: trop de problèmes pour les remboursements dont les dates sont constamment repoussées, de très gros risques de faillite des demandeurs de fonds. Les taux ne sont plus intéressants vu l'augmentation des taux sur le monétaire, en plus des risques très importants sur le marché immobilier. Il soulève quand même un sujet intéressant avec l'augmentation des taux. Est-ce que, je te laisse répondre et ensuite peut-être qu'on parlera de ça. Alors, tous les projets sont en retard ou sont décalés. J'aime croire que les généralités sont souvent mauvaises et après, avec plaisir, j'ai évidemment pas son portefeuille en tête parce qu'on a un peu plus de 28 000 investisseurs sur la plateforme, donc je les connais pas tous par cœur. Je ne connais pas non plus le futur, mais je connais le passé, notre track record. Tout ce que je peux dire, c'est jusqu'ici, on n'a pas encore perdu un euro. J'ai eu la chance de créer cette société mi-septembre 2014. Et alors on se parle, fin 2023, le track record plaide en notre faveur. Et évidemment, tous les projets ne sortent pas en temps et en heure. Quand on était enfermé avec le Covid et que les chantiers étaient à l'arrêt, les chantiers ont pris du retard et c'est une réalité.
mais on a sorti l'intégralité des projets capital plus intérêt. Là actuellement, ce qui pose problème, c'est la commercialisation, parce que les ménages ont moins accès au crédit, donc les opérations mettent plus de temps à sortir, mais les investisseurs à chaque fois continuent à percevoir les intérêts au prorata du temps passé. Donc j'accorde tout à fait le fait que c'est pénible parce qu'on est un peu coincé plus longtemps que prévu dans une opération, mais pour autant on ne perd pas son capital et on continue de percevoir des intérêts. Donc là-dessus, sur le commentaire, je le prends bien volontiers, et encore une fois, on a quand même fait gagner 40 millions d'euros d'intérêt à nos investisseurs, donc les chiffres, et de manière très factuelle, et quand on regarde nos indicateurs de performance, c'est plutôt en notre faveur. Pour la deuxième partie de la question sur le niveau des intérêts et le monétaire, évidemment, avoir un livret à 3%, c'est intéressant, ou des fonds euros à 2, 2,5, 3, c'est intéressant. Combien de temps ça va durer, je ne sais pas. Et de l'autre côté, c'est de la diversification. Il ne faut surtout pas mettre tout dans le crowdfunding immobilier, mais c'est également à mon sens de tout placer sur un fonds monétaire parce que avec l'inflation qu'il y a, vous perdez potentiellement du pouvoir d'achat, donc ça, il faut l'avoir en tête. Et de deux, notre rendement, si on se dit que 3% c'est la même chose que 9, 10 ou 11%, c'est quand même légèrement différent, c'est 3 fois plus, mais après il y a du risque qui va avec évidemment. Donc pour moi, si le monétaire permettait de rapporter du 7 ou du 8%, effectivement il faudrait qu'on se remette en question pour le modèle Homunity. Là sur la plateforme, sur les 4 ou 5 projets qu'on propose en ligne, le rendement moyen qu'on propose c'est de l'ordre de 10% avec des acteurs de premier rang et des garanties intéressantes, donc c'est très différent de placements monétaires ou de livret A ou compte à terme. Ok. Et est-ce que pour toi, pour un investisseur, potentiellement c'est une bonne idée de faire totalement confiance à Homunity, et voilà, si on va dire on veut investir tant d'argent par mois, dès qu'il y a un projet qui sort, on investit, ou est-ce que pour toi c'est quand même important de lire le projet, de faire sa propre étude du projet et d'aller un peu plus loin dans son analyse? Alors, il y a une règle de base dans le monde de l'investissement, c'est n'investir que dans ce que l'on comprend. Donc ça, c'est essentiel. J'ai tendance à croire que beaucoup de projets qu'on propose sur la plateforme sont simples de compréhension, entre guillemets, et on essaye de les démocratiser le plus possible. Pour autant, même si j'ai confiance en Homunity, un investisseur qui ne connaît pas ne doit pas nous faire une confiance aveugle. Donc à lui de lire les dossiers, de comprendre dans quoi il investit. Et après, j'insiste sur le fait qu'il ne faut pas placer tout son épargne dans le crowdfunding immobilier, que ce soit chez Homunity ou chez nos confrères. Par contre, se constituer un portefeuille au fur et à mesure, le mieux qu'un investisseur puisse faire, c'est de dire je vais faire une poche d'allocation, je dis n'importe quoi, 20 000 euros, je vais faire 10 opérations à 2 000 euros et je vais construire mon portefeuille. Et plutôt que de cliquer au hasard sur des opérations, c'est pertinent de se dire je vais faire une opération à la montagne, une opération en bord de mer, une opération en Île-de-France avec 10 promoteurs immobiliers différents par exemple. Ok. Selon toi, l'adage comprendre ce dans quoi on investit, il est beaucoup répété. On n'explique pas trop pourquoi en fait. Selon toi, pourquoi c'est important de comprendre dans quoi on investit? On enfonce peut-être des portes ouvertes, mais c'est bon de le dire. Et je le dis à titre personnel, quand je gagne de l'argent sur un placement, j'ai envie de savoir pourquoi. Quand je perds de l'argent, j'ai envie de savoir pourquoi. Et on parle surtout de la connaissance client, où pour nous, en tant que plateforme, on doit s'assurer d'une certaine connaissance et d'un niveau de compréhension de nos clients. Donc on a envie d'être certain qu'ils comprennent dans quoi ils investissent. Et même d'un point de vue intellectuel, évidemment, vous pouvez faire confiance à votre banquier, votre conseiller en gestion de patrimoine ou Homunity, mais ça n'enlève rien, vous devez comprendre dans quoi il vous fait investir. Si vous investissez dans des produits structurels et vous ne comprenez pas comment vous gagnez ou perdez de l'argent, c'est dangereux. Si vous investissez dans une action en bourse ou dans le CAC 40 et que vous ne comprenez pas comment vous allez percevoir des dividendes ou pas, c'est dangereux. Pareil pour votre contrat d'assurance vie. Et pareil, ça fait partie des choses intéressantes, je divague un tout petit peu, mais on a lancé un contrat d'assurance vie avec Homunity qui propose aux particuliers d'investir dans l'immobilier, entre autres. Ça pareil, si les personnes ne savent pas ce qu'elles ont dans leur contrat d'assurance vie, qu'elles aillent un peu mettre le nez dedans et savoir qu'est-ce qui va leur apporter de l'argent, augmenter ou baisser leur valeur. J'allais justement y venir sur la fiscalité. Sur le crowdfunding, les intérêts qu'on va toucher, ça va être plutôt du prélèvement forfaitaire unique à 30%. Est-ce qu'il y a une façon de réduire ça? Justement, tu as parlé de l'assurance vie, est-ce que ça permet de réduire un petit peu la fiscalité qu'on paye sur les intérêts?
Déjà, on s'estime heureux parce que la flat tax, entre guillemets, on est avec un sous-jacent immobilier, mais on n'est pas directement considéré comme un revenu immobilier qui peut aller à des niveaux d'imposition dépassant les 40, 50 ou 60%. Donc la flat tax est une vraie aubaine là-dessus, et c'est pour ça que ça draine des flux, donc c'est intéressant. Sur l'organisation effectivement du patrimoine d'un particulier, ensuite ça va être de se poser la question des enveloppes fiscales qui existent, et l'assurance vie, un mécanisme assez intéressant pour justement aller diversifier et avoir un niveau de transmission de son patrimoine qui est pertinent, mais aussi un niveau d'imposition. Ok. Aujourd'hui, vous êtes les seuls à proposer d'investir dans le crowdfunding avec une assurance vie? Alors, on ne le propose pas avec l'assurance vie d'investir directement D'accord. dans le crowdfunding immobilier. On a développé une offre permettant d'investir avec son PEA-PME Ok. dans le crowdfunding immobilier. Donc ça marche bien, et on est les seuls à réussir à avoir digitalisé ce process-là. Et encore une fois, on s'intéresse toujours à la fiscalité des particuliers avec cette notion de diversification où ils peuvent faire plusieurs tickets sur plusieurs supports. Ok. Il y a aussi potentiellement, moi je trouve un frein à l'investissement en crowdfunding, c'est voilà, toujours devoir aller chercher un nouveau projet ou attendre que les nouveaux projets sortent pour investir, etc. Alors que quand on compare par exemple à un investissement en bourse, où on peut investir facilement tous les mois 300 euros de manière automatisée, est-ce que tu penses que ça peut arriver dans le crowdfunding où je dis juste, bah voilà, tous les mois j'ai 300 euros en automatique qui sont mis sur du crowdfunding, est-ce que c'est quelque chose qui peut être faisable? Alors, nous, le ticket d'entrée, ça va être 1000 euros, donc 300 euros. On va dire que la personne va accumuler, entre guillemets, au fur et à mesure le montant qu'elle va souhaiter investir. On ne le fera pas forcément de manière automatisée, en disant, bah voilà, tous les mois, vous avez 1000 euros, ils sont automatiquement investis dans un projet. C'est pas forcément notre volonté. Par contre, les choses auxquelles on réfléchit, c'est d'accompagner les investisseurs sur un portefeuille donné, de leur dire voilà, on va vous aider à construire un portefeuille qui ait du sens et qui soit diversifié. Et sur la cadence des projets, 2023, donc on arrive à la fin de l'année, on aura quasiment financé 70 opérations, donc environ 1,5 par semaine. Donc quelqu'un qui veut diversifier son portefeuille, et je suis d'accord avec toi, elle doit un peu attendre, mais ça peut se faire relativement vite. Imaginons, j'ai 25 ans, j'ai mon nouveau CDI en poche et je veux me construire un patrimoine pour ma retraite potentiellement. Qu'est-ce que tu conseilles? Quels seraient les meilleurs choix à faire? Et est-ce que tu conseilles d'investir dans le crowdfunding? Et si oui, par exemple, quel pourcentage? Alors c'est une question très large, et on parlait des généralités. Je pense que ça va dépendre. À 25 ans, généralement, c'est pas le cas, on n'est pas propriétaire de sa résidence principale, mais ça va dépendre de où on habite et est-ce qu'on a l'opportunité de réaliser un investissement locatif, par exemple avec de l'effet de levier. Ça, pareil, c'est une thématique sur laquelle on s'est intéressé avec Homunity Patrimoine cette fois-ci, d'accompagner les particuliers dans le développement de leur patrimoine immobilier. Je ne penserai pas immédiatement au crowdfunding immobilier parce qu'on ne peut pas avoir recours à de la dette. Or, faire de l'effet de levier pour développer son patrimoine, c'est un vrai atout. J'aurais tendance à dire, si je viens d'avoir mon CDI en poche, je ferai quelques investissements assez rapidement dans lesquels je mettrai évidemment ou effectivement du crowdfunding immobilier, mais pas que, pour commencer à être familier, de voir comment marche si j'investis 1000 euros en bourse, comment ça marche d'investir 1000 euros en SCPI, comment ça marche d'investir 1000 euros en crowdfunding immobilier, 1000 euros en assurance vie, et je me dirais, bah voilà, en 1 an, en 2 ans, ça donne quoi? C'est 4 ou 5 000 euros que j'investis sur des supports différents, et c'est très important d'avoir une culture financière dès le début de sa carrière, et surtout pas de commencer à faire ses premiers investissements à 30, 35 ou 40 ans, parce que l'apprentissage, ça prend du temps, donc plus on commence tôt, mieux on se porte. Ouais, complètement. Mais si les rendements, forcément, sur 1000 euros investis, ça va pas être game changer, on va dire. C'est un peu une façon de s'entraîner pour quand les revenus sont plus importants et qu'il y aura un peu plus d'argent. Tout à fait raison. Maintenant, on va passer un petit peu sur la vision du secteur. On sait que l'immobilier a été grandement chamboulé. En plus, vous travaillez avec des promoteurs donc qui travaillent sur du neuf. On sait que voilà, le volume de transactions dans le neuf, il s'est pas mal effondré. Comment tu vois le secteur? Est-ce qu'il y a quand même du positif à aller chercher? Est-ce qu'il y a de l'optimisme aussi à aller chercher? Comment tu vois tout ça? Des convictions pas que personnelles mais professionnelles, c'est que on est sur une classe d'actifs de toute façon qui est vitale dans notre économie. C'est important de s'alimenter, c'est important de se soigner, mais c'est également important de se loger. L'immobilier, c'est cyclique.
Les armes ne montent pas au ciel et la crise de 2008 est passée bien vite sur l'immobilier. Dès 2010, 11, 12, ça repartait fortement. Et ça fait 10 ans qu'on a un secteur qui a le vent en poupe de manière très forte. Donc c'est bien que ça ralentisse aussi un jour. Donc le ralentissement est plutôt violent. Mais comme partout, ça crée des superbes opportunités. Donc c'est ça qu'il faut avoir en tête, c'est que faire des bons coups dans l'immobilier il y a 2, 3, 4 ans, c'était tout simplement impossible. Il y avait un peu d'offres mais énormément de demandes. Maintenant, il y a moins de demandes et donc c'est là où vous ferez les meilleurs coups. Et quand ça repartira, ça sera trop tard. Il y aura à nouveau beaucoup de demandes pour peu d'offres. Donc j'ai tendance à dire pour les investisseurs un peu malins et chercheurs de bonnes opportunités et de bons coups, c'est plutôt maintenant que hier ou demain. C'est quoi aujourd'hui la situation chez Homunity des projets en cours qui devaient se terminer à peu près dans cette période-là, donc 2022-2023 avec la hausse des taux d'intérêt pour d'achat immobilier des Français qui a énormément baissé. Est-ce que du coup vous voyez beaucoup d'autres défauts, en tout cas beaucoup de retard? À très court terme, en fait, et ça peut être paradoxal, nous, 2023 aura été notre meilleure année depuis la création en termes de remboursement, que ça soit en volume remboursé ou en nombre de projets. Donc pour nous, ça aurait été une super année pour nos investisseurs en termes de sortie. Par contre, ce qui est plus compliqué à étudier, c'est de voir dans quelle mesure il y a des projets, entre guillemets, qui présentent un niveau de risque sur lequel on est confortable aujourd'hui. Et je pense notamment où hier, techniquement les opérations tournaient bien, commercialement aussi, financièrement avec les banques. Aujourd'hui, la principale problématique quand on étudie une opération, c'est le taux d'écoulement. Donc, est-ce que commercialement elle va se vendre rapidement ou pas et à quel prix? En fait, c'est là où on passe la plupart de notre temps à étudier le projet pour savoir si on va le proposer sur la plateforme. Mais une fois qu'on a validé ce côté-là, voir que l'opération est commercialisée 100% en bloc, le risque, en fait, il n'a pas explosé par rapport à avant. Et on voit, il y a toujours des opérateurs qui tirent super bien leur épingle du jeu et qui nous proposent des rendements intéressants dans le contexte actuel. Super intéressant. On sait que voilà, dans l'immobilier, il y a d'autres façons d'investir. Donc, on a parlé des SCPI, il y a l'immobilier fractionné qui arrive maintenant. Pour toi, c'est quoi le meilleur investissement entre crowdfunding, SCPI, immobilier fractionné? Est-ce que tu en vois un qui se détache ou pas, ou pour toi, ça rentre juste dans une stratégie d'allocation, de diversification? L'immobilier fractionné, on le connaît bien avec Homunity parce que c'était notre cœur de métier de septembre 2014 à fin 2015. On faisait ça avec des tickets un peu plus élevés où le ticket d'entrée c'était 5 000 €. Nous, on a commencé via ce volet-là et on a bifurqué après à partir du 1er janvier 2016 pour des questions réglementaires où on a eu notre agrément que fin 2018. Donc on perçoit très bien les avantages et les inconvénients de l'immobilier fractionné. J'attire quelques points d'attention là-dessus. De 1, être toujours très vigilant dans le sous-jacent. On est inscrit sur toutes les plateformes qui font de l'immobilier fractionné et il y a un certain nombre d'actifs qui ne sont pas de qualité. Il faut se poser les bonnes questions. Quand vous investissez dans une ville qui a croissance démographique négative, donc qui perd des habitants chaque année, posez-vous la question, une fois que votre locataire part, comment vous allez relouer ce bien. Et si le bien n'est pas reloué, évidemment, vous n'aurez plus de rendement. Et une fois qu'il n'y a plus de rendement, la valeur de l'actif en tant que tel, elle n'est pas très élevée. Donc l'immobilier fractionné, il y a des opportunités, mais la qualité des opérations proposées sur certaines plateformes laisse à désirer. Ça a parté sur l'immobilier fractionné. SCPI, c'est intéressant parce que c'est un secteur en pleine mutation. On voit qu'elles sont très challengées actuellement. Il ne faut pas tout mettre dans le même panier parce qu'il y a 210 SCPI qui existent. Et il y en a un certain nombre qui souffrent, mais il y a aussi un certain nombre assez conséquent qui tire bien son épingle du jeu et qui collecte beaucoup de fonds parce que acheter de l'immobilier avec des décotes et du coup un rendement pertinent, c'est le bon moment pour le faire. Typiquement, les SCPI aujourd'hui commencent à acheter fortement sur le marché parce qu'il y a des très bonnes opportunités. Donc sur tous les produits et classes d'actifs liés à l'immobilier, que ce soit mettre de l'immobilier dans l'assurance vie, la SCPI, faire de l'investissement locatif dans le neuf ou dans l'ancien, de l'immobilier fractionné, c'est toujours une question d'opportunité et d'aller sélectionner la bonne opportunité sur la bonne plateforme. Et pour trouver la bonne plateforme, on pourra en reparler, mais pareil, il y a une méthodologie un peu à s'appliquer pour savoir comment la choisir. On a parlé
de l'immobilier fractionné et il y a aussi de nouveaux projets qui arrivent en disant on va faire de la tokenisation, donc mettre des parts d'immobilier sur la blockchain. Est-ce que tu penses que c'est le futur? Est-ce que tu penses que ça va vraiment apporter quelque chose? Et si oui, pourquoi? Et sinon, pourquoi? Je serais curieux d'avoir ton avis et je pense que tu rencontres plus de personnes que moi sur ces sujets de tokenisation de l'immobilier. Euh, j'ai 33 ans, ça fait pas si longtemps que ça que je suis dans le secteur, mais ça fait quand même 10 ans. À la fin de mes études en 2014 et pour avoir fait une école de commerce et qui aimait bien regarder ce genre de sujet et qui était déjà proche de ces mécanismes-là, dès le lancement on nous en a parlé et que c'était en vogue et que ça démarrait. Et ça fait 8 ou 9 ans où j'ai le sentiment qu'on me dit ah mais c'est d'ici 5 ans en fait ça va percer. Et le constat en fait est là, c'est que ça n'a pas encore percé, que ce soit aux États-Unis, en Asie ou en Europe. La France généralement n'est pas le premier de la classe ou le plus rapide pour aller sur ces nouvelles tendances. On a généralement quelques années de retard par rapport aux États-Unis notamment. Donc peut-être que ça verra le jour un jour, mais j'ai du mal à croire que ça soit demain en tout cas dans notre économie. Et il y a déjà, typiquement, on parle de tokenisation, donc c'est pour fragmenter et fluidifier. La fragmentation, par exemple, la SCPI a fait ses preuves et l'année dernière, c'était quasiment 10 milliards d'euros collectés en SCPI. Je ne pense pas qu'on soit sur les mêmes volumes côté tokenisation de l'immobilier et côté blockchain. Ça viendra peut-être demain et nous, ça nous intéresse, on le suit de près, mais je pense que c'est plutôt pour demain qu'aujourd'hui. Ouais. Bah oui, on le voit, il y a encore très peu d'acteurs. Enfin, il y a un acteur quand même aux États-Unis qui s'appelle Reality, qui fait un peu de tokenisation et qui fonctionne plutôt bien. En France, c'est en train de germer par-ci par-là avec quelques projets, mais c'est vrai qu'on a échangé avec quelques acteurs qui nous disaient que la tokenisation et son intérêt, c'est pas pour tout de suite, qu'ils veulent se construire sur un modèle de tokenisation, mais que pour l'instant, la tokenisation n'a pas encore un intérêt pour plein de raisons, d'un point de vue technique, réglementaire, etc. Il y a encore beaucoup de choses à mettre en place. Donc je suis assez d'accord avec ça, c'est pas pour tout de suite. Maintenant on va faire un peu un zoom sur ton parcours parce que c'est vrai que Homunity c'est aussi une grande aventure entrepreneuriale. Tu l'as dit, tu as 33 ans, donc tu as quand même commencé assez jeune. Donc c'est hyper intéressant d'avoir ton retour sur... en plus ça fait quand même 10 ans, donc tu peux avoir un peu de recul là-dessus. Comment tu as réussi à déceler cette opportunité du crowdfunding? Comment tu l'as analysé? Est-ce que tu as fait une étude de marché? Est-ce que tu as rencontré quelqu'un qui t'a donné l'idée? Enfin, comment ça s'est passé? On a tendance, et ta question est très bonne, mais ça me fait penser à beaucoup de choses du coup, et plus les années passent, et ma réponse est un peu la même, mais je prends du recul sur notre aventure. Le plus compliqué, c'est pas du tout de trouver l'idée, contrairement à ce qu'on peut penser. Le plus compliqué, c'est potentiellement de trouver le bon associé, puis les bons partenaires, les bons collaborateurs, le financement pour se lancer. Et au-dessus de tout ça, en fait, encore plus que trouver le bon associé, avoir les bons collaborateurs, etc., c'est avoir une bonne exécution. Nous, on le voit dans notre univers. Il y a, je pense, 80 ou 100 plateformes de crowdfunding qui sont lancées en France depuis 2014. Des plateformes rentables, il y en a moins d'une dizaine. Il y en a beaucoup qui sont mal en point, qui font faillite, etc. Et ça dans beaucoup d'écosystèmes. Et ce qui fait la différence, pour autant on avait plutôt la même idée, mais c'est plutôt l'exécution et comment on a mené à bien notre barque tout au long de la vie du projet. Donc ça c'est plutôt pour la partie entrepreneuriale. Trouver l'idée en tant que telle, honnêtement, on l'a cherché cette idée, on a mis un peu de temps avec mon associé Arnaud Vergy. Dans notre école de commerce on a fait le master spécialisé entrepreneur et tous les mercredis après-midi on avait notre après-midi de libre. Et on cherchait une idée qu'on souhaitait développer et on a mis 5 ou 6 mois à la trouver. Et après, pour la chercher, c'est très simple. On regardait ce qui se faisait aux États-Unis, en Asie, on lisait énormément la presse, on écoutait la radio. Et chacun devait chaque semaine présenter 3 idées qu'il avait entendues et qui lui semblaient pertinentes à l'autre. Et en fait, on a fini par trouver un modèle qui nous intéressait. Et Homunity, si on veut le cheminement, il est intéressant et simple, c'est qu'on avait entendu parler d'une société qui s'appelle Je rêve d'une maison. C'était une société française, je me souviens très bien, on l'avait entendu un dimanche après-midi à la radio. Et cette société proposait à des particuliers d'acheter une résidence secondaire à plusieurs. Donc de dire une résidence secondaire en moyenne en France est occupée 30 jours par an, c'est un peu dommage de l'acheter tout seul.
Donc on va vous la faire acheter avec un couple norvégien qui n'a pas les mêmes vacances que vous, français, et un couple de retraités qui n'a pas les mêmes vacances que des actifs. Et comme ça, 3 couples, vous irez un peu quand vous voulez dans votre maison. Et au lieu d'acheter une maison qui vaut 500 000 euros, on va faire 3 parts à 170 000 euros et vous serez propriétaire de cette maison-là. On a trouvé le modèle super intéressant. On a fait une petite étude de marché auprès de notre communauté, enfin de notre réseau, mais un peu élargi, il y avait 300 personnes. Et dans cette étude de marché, ce qui était pertinent, c'est que tout le monde trouvait le concept génial sur le papier, mais quand on posait une question, est-ce que vous seriez investisseur demain avec notre modèle, à 99% c'était nous. Okay. Donc on s'est dit, tiens, c'est marrant, tout le monde nous dit que c'est une bonne idée, mais personne ne va être notre client demain, donc il y a sûrement quelque chose à travailler. Et il y avait un paragraphe qui disait, mettez votre commentaire, ce qui vous passe par la tête si vous avez quelque chose à ajouter. Et il y a une personne qui nous a dit, moi je n'investirai pas dans une résidence secondaire à plusieurs, mais par contre, investir pour faire de l'investissement locatif à plusieurs, je vais jamais dedans, mais ça me rapporte juste des loyers, ça m'intéresse. Okay. Et donc avec Arnaud, on a un peu cogité là-dessus, et 2 semaines ou 3 semaines après, on a renvoyé le même questionnaire aux personnes en disant, suite à vos réponses, on avait fait évoluer le modèle. Et là, c'était un peu la même chose, sauf que la dernière question, c'est est-ce que vous seriez investisseur demain chez nous? Je ne vais pas te dire que c'était 100% des personnes qui nous ont dit oui, mais on avait 40 ou 45% des personnes qui étaient intéressées, dont certains qui sont devenus nos premiers clients sur la plateforme dès qu'on s'est lancé. Et c'est comme ça qu'a vu le jour Omunity. Ok, super intéressant. C'est intéressant de voir que il y a différents parcours. Il y en a qui vont avoir une idée et qui vont se lancer sans forcément l'analyser, et qu'il y a d'autres entrepreneurs qui ont pris un peu plus de recul et qui ont fait un vrai travail d'idéation et d'études de marché avant d'y aller, quoi. C'est hyper intéressant. C'est toujours intéressant, en tout cas pour les personnes qui nous écoutent et qui aimeraient se lancer. C'est génial de se lancer rapidement dans une idée, mais il faut quand même sonder son marché assez rapidement pour voir. Puis il y a plein de mécanismes intéressants, mais il y a un bouquin qui s'appelle Lean Startup qui est très intéressant, donc il faut éprouver son modèle le plus rapidement possible pour l'affiner au fur et à mesure. Super intéressant. Et du coup, après, une fois que l'idée était faite, ça a été quoi votre première étape? Une fois qu'on avait notre idée, nous on a été diplômés en juin 2014, et pour te donner un ordre d'idée, on est allé assez vite à la rencontre de notre marché parce que notre plateforme était live le 5 septembre 2014, donc à peine l'été passé on avait déjà la plateforme live, et le fin septembre on avait déjà nos premières souscriptions. Okay. Donc on voulait vraiment voir le plus rapidement possible est-ce que ça allait marcher ou prendre. Et c'est pour ça que c'est pas du tout la plateforme aboutie qu'on voit aujourd'hui. Ouais. Encore une fois, il faut tester, aller à la rencontre de son marché. Au début, on ne pouvait pas signer en ligne. Les gens nous envoyaient les dossiers en papier. Il y avait des gens nous réglaient par chèque. Okay. Mais au moins, on voyait que ça marchait. Et donc on se disait, et on n'avait pas les moyens de mettre de la signature électronique. Il y en avait moins à l'époque déjà. Encore moins des flux financiers en ligne. Mais on a fait notre POC super rapidement. Et une fois qu'on a fait notre POC, on a levé des fonds 1 an après. Okay. On n'a pas levé beaucoup de fonds, on a levé un tout petit peu plus de 200 000 euros. Et ensuite, on n'a jamais eu besoin de relever parce qu'on a fait en sorte que la société soit rentable rapidement. Il y a quelques sacrifices qu'on a pu faire, c'est de ne pas se rémunérer au début de l'aventure, donc ça nous a bien aidé. Mais ensuite, une fois que c'était à l'équilibre, on est très indépendant sur la suite de son aventure. Et comment tu vois l'avenir d'Omunity aujourd'hui? Vous voulez aller vers quoi? On sait que là, vous avez fait particulièrement du crowdfunding. On voit qu'il y a aussi un peu de SCPI. Le modèle, en fait, et c'est ça qui est peut-être le plus intéressant, je trouve, dans la vie d'entrepreneur et dans le fait de créer sa boîte, c'est que l'idée qu'on avait en tête en début 2014, qui était achat de résidence secondaire à plusieurs, n'a strictement rien à voir avec ce qu'on a fait en septembre 2014, qui est très différent de 2018, 2020, et on fait évoluer notre offre et la plateforme avec nos équipes au quotidien. Notre volonté, elle est très claire aujourd'hui, c'est de dire que faire que du crowdfunding immobilier, c'est pas de la diversification pour son patrimoine immobilier, donc c'est dommage. Et notre volonté, c'est d'accompagner un particulier dans le déploiement de son patrimoine immobilier au sens large. Donc, ce qui est résidence principale ou résidence secondaire, ça ne va pas nous concerner, mais tout le reste, on souhaite être le bon interlocuteur pour déceler les bons investissements dans lesquels investir dans l'immobilier. On ne parle que d'immobilier. Donc, faire de l'investissement locatif dans l'ancien, typiquement, il peut y avoir des opportunités. Les 210 SCPI, on pense qu'il y en a tout un tas qui sont mauvaises, mais on en a sélectionné qui nous semblent pertinentes. Contrat d'assurance vie, pareil, on a développé un contrat d'assurance vie où il y a
pas de frais à l'entrée, pas de frais à la sortie, très peu de frais de gestion, les frais de gestion les plus bas du marché, et avec 1200 unités de compte à l'intérieur, donc beaucoup de diversification pour ceux qui veulent. Et pareil, on fait des allocations et des préconisations sur, en tout cas, c'est notre sentiment dans quoi investir. Donc le but, c'est vraiment d'accompagner un maximum de particuliers dans le développement de leur patrimoine immobilier. Ok. Est-ce qu'il y a eu des moments très durs sur ces 10 dernières années où tu as douté pour Homunity, où tu as cru que ça allait se terminer, ou c'était un long fleuve tranquille? Très honnêtement, non. Et la réponse, pareil, c'est que vous avez tellement de mauvaises nouvelles tous les jours quand vous entreprenez et des bonnes nouvelles, mais sauf que la répartition, c'est plutôt 80% de mauvaises nouvelles et 20% de bonnes nouvelles, que si jamais vous voulez que votre projet voit le jour, faut être extrêmement convaincu et résilient. Et c'est pour ça que je trouve, moi j'en aurais été incapable. Entreprendre seul, c'est extrêmement compliqué. À titre personnel, je ne pense pas avoir réussi. Enfin, je ne pense pas que j'aurais réussi, et j'ai pas réussi parce qu'on a toujours été deux, et on a un troisième associé qui nous a rejoint ensuite. Mais par contre, c'est ça qui est sympa, c'est qu'une fois que vous avez votre bon associé et la bonne équipe autour de vous, c'est un challenge, et c'est comme un match de foot, on ne gagne pas tous les coups, on en perd beaucoup, mais on en gagne d'autres, et c'est agréable. Il faut aussi célébrer les victoires et passer du temps à célébrer les victoires. C'est la transition parfaite vers la dernière question, qui est comment tu as fait pour choisir ton associé, et comment tu l'as choisi? Alors nous, dans notre aventure, mon premier associé, Arnaud Devergy, était un camarade de promo, et avec Homunity, il est parti rejoindre la boîte de son père en 2018. On s'est quitté en très bons termes, et c'est Pierre-Yves Appert, qui est directeur général, qui l'a remplacé aujourd'hui. L'un comme l'autre, la raison pour laquelle on a travaillé ensemble, c'est qu'on savait qu'on avait la même méthodologie de travail, où on savait qu'on avait tout un tas de valeurs en commun, c'est une chose, mais par contre la manière de travailler, on savait, et c'est des qualités qui sont extrêmement simples. Mais Arnaud, donc si on commence par le premier avec qui j'ai créé Homunity, avec qui on l'a développé, quand on était en école de commerce ensemble, lui était président de l'association de ski et moi de l'association de voile. Je savais que c'était un gros bosseur, il était très droit dans ses bottes. Humainement, je sais qu'il était apprécié de ses équipes. Il faudrait lui poser la question pourquoi il a accepté de s'associer avec moi, mais je pense qu'on se retrouvait sur en tout cas toutes les valeurs travail, et la preuve, je le dis souvent, et nos collaborateurs peuvent en attester, mais on ne s'est jamais engueulé en 5 ans. Je pense qu'il n'y a jamais une fois où on s'est fait un peu la tronche parce qu'on n'était pas d'accord sur un sujet, et pareil avec Pierre-Yves aujourd'hui, dans le sens où il y a beaucoup de choses qu'on se dit, c'est professionnel, on l'entend, on n'est pas toujours d'accord, mais le but c'est de trouver une solution pour aller de l'avant, et ça on était aligné. Ce qui est très compliqué, je pense, c'est quand on s'associe avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes valeurs que soi sur ce côté-là, et si la personne commence à mettre des considérations personnelles, ou de l'affect, ou de l'ego pour un sujet qui ne le mérite pas, là c'est très compliqué. Super intéressant. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Merci. Est-ce que tu as un petit mot de la fin peut-être? Tu finis sur la partie entrepreneuriat. Le petit mot de la fin, si des personnes veulent se lancer, je pense que faut pas attendre le bon moment pour se lancer, parce qu'il n'y en aura jamais. Ça, j'en suis convaincu. Par contre, il y a plein de moments un tout petit peu favorables dans une vie pour se lancer. C'est peut-être à la fin de ses études, c'est un bon moment. En changeant de job, si on arrive à avoir une rupture conventionnelle et que c'est le bon moment, c'est aussi une super transition. Et après, très honnêtement, c'est à chaque fois une belle aventure, donc il faut sauter le pas. Super, merci beaucoup. Merci Théo.